Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment sélectionner des entreprises qui peuvent potentiellement, encore une fois, il n'y a jamais rien de garanti dans l'investissement, combattre l'inflation. L'inflation, sujet brûlant en ce moment et sujet très important. Et cette vidéo, c'est finalement le fruit d'une lecture que j'ai eue sur le site Seeking Alpha. Donc si tu ne connais pas Seeking Alpha, c'est un site très intéressant qui parle uniquement de finance et sur lequel tu peux lire beaucoup d'articles autour de l'investissement en bourse, sur la finance, écrits par des gens qui vont venir finalement écrire des articles, des collaborateurs. Tout le monde peut venir écrire des articles sur Seeking Alpha. Et j'ai donc lu l'article de John Rhodes sur Seeking Alpha qui m'a fait dire il faut que je fasse une petite vidéo parce que là, il y a un sujet intéressant et un angle d'approche que je peux vous partager sur ce que je fais moi pour essayer de déceler des valeurs en bourse qui sont à la fois intéressantes d'un point de vue fondamental et qui en ce moment, évidemment, sujet très important, peuvent combattre l'inflation de façon efficace parce qu'encore une fois, toutes les valeurs aujourd'hui ne sont pas en mesure de combattre l'inflation. Donc, petit point rapide sur ce qu'est l'inflation. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo publiée à peu près 2 semaines que je vous inviterai à aller revoir, je la mettrai dans la barre de description où je vous disais que finalement l'inflation c'est quoi. Je reprenais un extrait ici de mon livre La magie des dividendes qui est donc une tendance économique représentée par une augmentation de la masse monétaire mondiale et on disait que lors d'un épisode d'inflation finalement tout prend de la valeur, il faut plus de devises pour acheter la même chose, on a un pouvoir d'achat qui diminue et tout prend de la valeur. Donc voilà, on a l'augmentation des prix pour les consommateurs, du prix du lait, de l'essence, de la baguette, de ce que vous voulez. Il faut toujours plus d'euros, toujours plus de dollars, toujours plus de devises pour acheter quelque chose dont la valeur est la même. Et voilà, dans le livre, je vous montrais également qu'il y a plusieurs raisons qui font qu'on a de l'inflation. Il faut savoir que l'inflation, c'est un phénomène naturel. On en a tous les ans, chaque année, et je vais en parler juste après. C'est quelque chose qui est normal. Mais il y a des fois où l'inflation, entre guillemets, elle est incontrôlée. Et c'est tout le but des banques centrales de faire en sorte que l'inflation elle soit contrôlée, pour éviter qu'il y ait une augmentation des prix qui partent en cacahuète et jusqu'à potentiellement arriver à un scénario qui serait catastrophique de l'hyperinflation. Donc je ne vais pas rentrer dans ce qu'est l'hyperinflation, mais je pense que vous comprenez ce que c'est. Il y a l'inflation et puis il y a l'hyperinflation. Donc c'est pire que l'inflation. Et donc, on a plusieurs causes qui font qu'on peut avoir de l'inflation. Ça peut être l'augmentation des coûts des matières premières. Encore une fois, si le coût du bois pour créer un produit final, il coûte plus cher, forcément le produit final, il coûte plus cher, etc., etc. On a l'augmentation du coût de la masse salariale. Si embaucher des gens pour des raisons X ou Y, ça coûte plus cher, le service ou le produit final, à la fin, il coûte plus cher. La loi de l'offre et de la demande, évidemment, si on a trop de demandes par rapport à l'offre, ça coûte plus cher. L'inflation par les devises, on l'a vu, toutes les politiques monétaires par les banques centrales lors de la crise du coronavirus ou des choses comme ça, notamment par l'injection de devises. Bref, il y a tout un tas de raisons qui font que on a de l'inflation. Et un peu plus tard, justement, je vous parle ici de l'hyperinflation. Je vous parle également de tout ce qui est déflation, stagflation. Donc, bref, le livre est dans la barre de description si ça vous intéresse. Mais la réalité, en tout cas, c'est quoi? C'est que, aujourd'hui, on a sur les derniers chiffres de l'inflation, hop, je vais prendre du noir, je préfère. On a sur les... Il veut pas, tac. On a sur les derniers chiffres d'inflation qui nous ont été transmis. Alors, je parle encore une fois pour le marché américain. Puisque moi, je n'investis qu'aux États-Unis pour tout ce qui est action, parce qu'il y a plus de performance, etc., etc. On ne va pas revenir dans le sujet du pourquoi, du comment dans cette vidéo. Mais en tout cas, en octobre, nous ont été annoncés les chiffres aux États-Unis officiels de l'inflation de 6,2%. Donc, c'est la plus grosse augmentation depuis 30 ans, depuis 1990. Donc, c'est énorme, en sachant que la moyenne, elle est normalement aux alentours d'une inflation normale, on va dire de 2%. Jusqu'à 2,5% par an. Et là, on est sur quelque chose de 6,2%. Et encore une fois, 6,2%, c'est quelque chose qu'on nous annonce de par les autorités officielles, en sachant que les calculs d'inflation sont aujourd'hui relativement biaisés. On n'intègre pas certaines choses, on remplace des choses par des choses qui nous arrangent mieux pour... Voilà, entre guillemets, on va pas dire que les chiffres sont manipulés, mais ils le sont un petit peu. Donc, il y en a beaucoup qui pensent que l'inflation, réellement, elle est à 10%, potentiellement 14, même on entend parfois dire 15%, 13%, 12%, on ne sait pas. Ça, c'est le chiffre officiel. Et puis 10, 15%, c'est potentiellement ce qu'on a réellement, en tout cas, sur certains produits. OK ? Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose, entre guillemets, d'un peu de contradictoire. C'est que on nous dit, oui, il y a de l'inflation. Oui, il y a 6,2 d'inflation en octobre. Oui, potentiellement, ça continue d'augmenter. Oui, c'est temporaire. Non, c'est permanent. Oui, on va vers l'hyperinflation. Bref, personne ne sait. On verra ce qui se passe. Et ce qui est contradictoire, c'est que finalement, on voit en même temps que les cours de bourse, littéralement, ils font ça. Littéralement, ça fait que monter. On atteint de nouveaux records. Les indices atteignent de nouveaux records. Les entreprises, on nous dit qu'elles enregistrent des bénéfices records, qu'il n'y a jamais eu autant
de dépenses, d'argent, de bénéfices dans les entreprises, qu'il n'y a jamais eu autant de belles marges également dans les entreprises. Et on pourrait se dire, comment ça se fait? Parce que si l'inflation elle augmente, ça veut dire que pour l'entreprise, ses marges elles diminuent. Elle fait moins d'argent finalement si le coût de son produit coûte plus cher et qu'elle le vend au même prix. Eh bien, ses marges diminuent, donc les cours devraient potentiellement diminuer parce que les investisseurs ils voient là un potentiel de bénéfice moindre pour ces entreprises et c'est pas logique. En fait, ce qui se passe, c'est que visiblement pour l'instant, les entreprises anticipent l'inflation. Donc, elles ont finalement augmenté leur prix. Elles enregistrent des bénéfices records en attendant. Et les marges augmentent, etc. Mais lorsque l'inflation va continuer d'augmenter, si elle continue d'augmenter, parce qu'encore une fois, j'ai pas de boule de cristal et personne ne peut savoir si ça va continuer d'augmenter et jusqu'où. Mais si l'inflation, en fait, continue d'augmenter en 2022, il y a un moment ou un autre, en fait, où les marges ne pourront plus être maintenues et où les bénéfices ne pourront plus être records, entre guillemets. Parce que pour l'instant, en fait, les entreprises, elles ont anticipé cette inflation. Donc, ce qui fait qu'elles ont augmenté leur prix. Sur l'instant T, elles font beaucoup de bénéfices, mais c'est impossible de maintenir ce scénario jusqu'à l'infini. Parce que si l'inflation continue d'augmenter, il y a un moment, les entreprises ne pourront pas augmenter leur prix à l'infini parce qu'à la fin, qui paye les produits, ce sont les consommateurs, d'accord? C'est toi, c'est moi, ce sont ta famille, ce sont tes amis qui achètent tous les jours la baguette, qui vont au supermarché, qui achètent des produits technologiques, ce que tu veux, mais c'est le consommateur. Et à la fin, le consommateur, il n'a pas un portefeuille illimité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, s'il ne peut pas payer, si c'est trop cher, s'il n'a pas suffisamment de salaire, de revenus, il ne pourra pas payer. Donc les entreprises, elles ont beau augmenter à l'infini les prix pour conserver ou même augmenter les marges, puisque pour l'instant les marges ont augmenté et les bénéfices sont records, eh bien elles ont beau faire ça à l'infini, il y a un moment le consommateur, il va faire la gueule et il va dire t'es bien gentil, mais moi je peux plus acheter ton produit, et donc ça va créer un problème. Parce que, encore une fois, ce sont les clients qui ont l'argent. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, aujourd'hui, on a en effet un environnement qui est propice pour les entreprises à créer des belles marges, à faire des beaux bénéfices, mais ça ne pourra pas durer à l'infini. Ok? Également, ce que je vais te montrer, c'est ce petit truc-là. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'inflation, c'est permanent. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'inflation, elle est toujours là. C'est un phénomène naturel. On a environ 2 à 2,5% par an d'inflation. C'est quelque chose que les banques centrales essayent de contrôler. C'est quelque chose qui est normal. Ok? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si l'inflation aujourd'hui, elle ralentit par rapport aux 6,2% qu'on vient de nous annoncer ici en octobre, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura toujours de l'inflation et les prix donc iront toujours vers le haut. Parce que même si le taux d'inflation diminue, eh bien, le taux d'inflation restera positif et donc les prix continueront d'augmenter. Ici, on le voit ici de 2011 à 2020, ok? On voit qu'on avait un taux d'inflation de 3,16 en 2011, 2,07 en 2012, 1,46 en 2013, 1,62 en 2014, etc. Et en fait, on voit que ici, on a eu moins 1,09% d'inflation. Donc, c'est pas que l'inflation, entre guillemets, elle était négative. Non, par rapport à l'année précédente de 2011, on a eu moins 1,09% d'inflation pour arriver à un taux de 2,07. Mais en 2012, on a bel et bien eu de l'inflation à 2,07%. Donc, tu vois ici, l'inflation est toujours positive. Il y a toujours de l'inflation. Donc, ça veut dire que les prix continuent d'augmenter. Ok? Et ce que ça veut dire, je vais te montrer un deuxième graphique ici, c'est que ce que tu as l'habitude de voir coûter plus cher, coûtera toujours ce même prix. Malheureusement, quand quelque chose augmente, quand un prix augmente, quand le prix d'un produit, d'un service augmente, il a toujours tendance à rester à ce même prix. C'est très rare, même si on va le voir ici que c'est pas impossible, c'est très rare de voir un prix qui a monté, qui redescend. Il a souvent tendance à rester là où il est monté. Et il y a des choses qui vont toujours coûter plus cher, comme on peut le voir ici depuis, alors encore une fois c'est pour le marché américain, mais depuis 2000 par exemple, ici on peut voir qu'on a une inflation globale de 60,1% et on voit que ce qui a coûté plus cher, par exemple ici ce sont les frais hospitaliers, tout ce qui est services hospitaliers qui ont coûté 200% plus cher, donc 3 fois plus cher. Et ça, je pense que les Américains le savent très bien. Si vous savez un petit peu comment ça se passe aux États-Unis, c'est pas forcément joyeux. On peut voir ici qu'on a tout ce qui est frais, on va dire universitaires. On a encore une fois ici tous les soins hospitaliers, tout ce qui est shield care, donc pour l'enfance, on va dire tout ce qui est école pour les enfants, etc. Et ici on voit les revenus, l'évolution du revenu par heure moyen. Comment il a évolué. Donc on voit qu'il y a des choses qui ont évolué bien plus que le revenu mensuel, le revenu, c'est pareil, revenu mensuel ou par heure, à la fin c'est la même chose que d'autres. Et ici on voit par contre qu'il y a des choses qui ont coûté moins cher. Donc comment ça se fait? Parce que ici on se rend compte que c'est que des choses qui ont rapport avec soit l'exportation de la fabrication ou soit avec les technologies. Encore une fois, il faut comprendre que tout ce qui est technologique, c'est finalement un scénario déflationniste. Déflationniste, on regarde rapidement dans le livre ce que c'est. La déflation, c'est l'inverse de l'inflation. C'est quand il y a une contraction finalement de quelque chose. Quand on parle d'un point de vue financier, ça va être la contraction de la masse monétaire mondiale où les devises
prennent de la valeur et où les prix diminuent. Et en fait, dans tout ce qui est technologie, on se rend compte qu'on a un phénomène déflationniste parce que vous vous rendez bien compte, quand vous allez au supermarché pour payer vos courses et que vous n'avez plus Michel en face de vous qui vous scanne vos services, vos produits, mais que vous avez une machine qui finalement que vous faites travailler, parce que c'est vous qui travaillez, on a ici un scénario déflationniste. Le supermarché a besoin de beaucoup moins de personnel, de salariés pour faire fonctionner le supermarché. Donc, il y a une sorte de déflation de la masse salariale pour finalement toujours le même bénéfice, voire plus de bénéfices parce que ça coûte moins cher en charge et pour autant, on a toujours le même chiffre d'affaires, voire plus de chiffre d'affaires parce qu'on peut installer plus de machines qui vont encaisser plus de chiffre d'affaires. Donc, il faut comprendre que tout ce qui est technologique, c'est quelque chose qui représente de la déflation parce qu'on peut outsourcer facilement, soit sur des ordinateurs ou quand on dit outsourcer, ça peut être aussi être à l'étranger. On le voit ici pour tout ce qui est vêtements ou finalement tout ce qui est vêtements, vous le savez très très bien, il y a peu de chances que ce soit produit aux États-Unis ou en France, c'est en Chine, au Vietnam, en Turquie, au Bangladesh, dans des pays à bas coût où la main-d'œuvre est moins chère. Ok, donc ici on voit tout ce qui est services téléphoniques, ordinateurs, les jouets, les télévisions. Je pense que vous comprenez entièrement. Ok, donc maintenant aujourd'hui, pour rentrer dans un petit peu le sujet de la vidéo, comment déceler des entreprises qui vont être capables de démonter cette inflation, littéralement. Donc, je vous l'ai dit, l'inflation, elle est généralement de 2 à 2,5% par an. Si on regarde les prévisions de la Fed que je vous ai préparées ici, c'est ce qu'elle dit aussi. Donc, la Fed, c'est la Banque centrale aux États-Unis qui dit que elle prévoit également, elle aussi, une inflation de 2% sur le long terme. Alors, c'est pas un hasard si la Fed prévoit une inflation de 2% sur le long terme, c'est simplement parce qu'encore une fois, si je vous dis, moi, qu'il y a 2,5% d'inflation généralement sur le long terme, c'est pas un hasard. Il y a plein d'études qui le démontrent. C'est que ici, on le voit encore, je vous ai déjà montré ce graphique, mais de 1871 à 2021, donc sur 150 ans, on voit que l'inflation, elle est de 2%. Donc ça revient à ce que je vous ai dit, et que la croissance des dividendes, je ne sais pas si vous voyez bien, elle est de 3,7%. Donc on a quasiment un facteur 2. Donc voilà, vous voyez bien encore une fois que les actions à dividendes, c'est un excellent argument pour combattre l'inflation, puisque sur 150 ans d'études, je ne vous parle pas d'une étude qui a été faite sur 5 ans où on tire des conclusions qui ne veulent rien dire, non, je vous parle d'une étude de 150 ans où on voit que la croissance des dividendes, elle dépasse d'un facteur 2 presque, l'inflation. Donc c'est juste énorme. C'est juste énorme. Et donc, on voit ici que, encore une fois, les actions à dividendes sont un excellent moyen de protéger son argent et son patrimoine de l'inflation que vous ne pourrez jamais supprimer. Encore une fois, l'inflation, si vous ne faites rien, ça vient démonter votre pouvoir d'achat, votre argent sur votre compte en banque. Si vous avez 10 000, 100 000, 1 million sur votre compte en banque et que vous le laissez traîner, l'inflation vient supprimer 2% de votre pouvoir d'achat chaque année. C'est juste énorme. Sur 5 ans, sur 10 ans, c'est juste énorme. Ok ? Donc voilà, les 2%, ils sont tirés d'ici, ça ne sort pas de mon chapeau. Et donc aujourd'hui, ce que vous devez regarder quand vous analysez des entreprises qui versent des dividendes et avant d'investir dans ces entreprises, hop, je vais le noter ici, c'est 3 choses. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre ça ici, donc c'est la croissance du dividende. Logique, je viens de vous le montrer ici. La dividend growth, c'est la croissance du dividende. Il ne faut pas simplement se contenter d'investir dans des entreprises qui versent des dividendes. Il faut faire en sorte que cette entreprise augmente son dividende année après année sur un taux de croissance qui soit supérieur à l'inflation. Donc concrètement, ici, si on prend clairement cette étude sur 150 ans, il faudrait qu'on se dise il faut que le taux de croissance du dividende soit minimum de 2%. Ok ? Minimum 2% pour combattre l'inflation. Finalement, ça vous rendrait à quelque chose qui est flat. Ok ? Et dans les périodes dans la période dans laquelle on est actuellement, où on voit qu'on a 6,2 d'inflation, ça veut dire qu'il faudrait minimum une croissance dividende aujourd'hui en 2021 2022 de minimum 6%, voire plus, parce que potentiellement on a plus d'inflation. Donc vous vous rendez compte que ça devient compliqué et qu'il ne faut pas que cette inflation elle reste à 6, 8, 10, 12, 14% trop longtemps, sinon ça va être littéralement impossible à maintenir pour tout le monde, les entreprises, les consommateurs, les investisseurs, bref, ça va créer des problèmes. Ok ? Donc ça, c'est la première chose. Je vais vous donner 3 éléments aujourd'hui et ensuite, on va regarder pour 3 entreprises que je vous ai sélectionnées ici, un petit peu ce que ça donne. La croissance du dividende, évidemment. Quoi d'autre ? Ensuite, on a la longueur de versement du dividende. Je vais le noter de façon un peu plus claire. Le nombre d'années de versement du dividende. Et puis ensuite, la rentabilité. J'ai envie de dire, c'est bateau, c'est le critère de base. Mais c'est toujours intéressant de regarder la rentabilité à tenter quand on achète une entreprise, de savoir si on est à 0,3% ou savoir si on est à 7%. Est-ce que je vous ai tout dit sur ce que je voulais vous dire ? Je regarde mes notes en même temps. Ouais, voilà, ok. Donc, on va regarder pour les 3 entreprises que je vous ai préparées ici. Je vous ai préparé la première entreprise qui est 3M. Que vous devez peut-être connaître, qui est une entreprise très connue. Et alors le site d'abord, pour vous parler du site dividende.com, un site que j'aime bien parce qu'il y a quelques informations qu'on peut retrouver très rapidement de façon assez claire. Et les informations que je vous ai dit ici, les 3 critères, on va les retrouver très rapidement. Je vais vous montrer comment. On a donc, pour chaque entreprise, vous tapez ce que vous voulez ici comme entreprise. Vous avez toutes les entreprises du monde entier.
vous avez ensuite ici 3 informations qui vous intéressent. Donc la rentabilité ici qui est de 3,36%. Ok, donc ça vous donne un indicateur si ça vous correspond ou non vous en termes de rentabilité que vous recherchez. Il faut savoir ici que c'est une rentabilité FWD, ça veut dire forward. Ça veut dire que c'est une rentabilité calculée sur le prochain dividende déclaré. Et aussi, on voit que le prochain dividende déclaré est de 5,92 $ forward. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le dividende actuel, c'est le prochain dividende qui va être déclaré. Donc, pour ça, faites toujours attention quand vous faites des analyses d'entreprise de regarder comment a été calculé certaines choses, parce que d'un site à un autre, vous allez potentiellement avoir des chiffres différents. Si le site dividende.com lui se base sur le dividende à venir et que l'autre site se base sur le dividende actuel, vous allez vous dire merde, je comprends pas. Ici, j'ai 3,36% de rentabilité et sur un autre site, j'ai peut-être 3,12% de rentabilité. Bah oui, si l'autre site il a pris la rentabilité, le dividende actuel et que ce site-là il a pris le dividende à venir qui a été augmenté, forcément on a une rentabilité différente. Donc quand vous utilisez différents sites pour analyser des entreprises, faites attention de essayer de centraliser les sites, enfin les informations qui viennent d'un même site pour avoir des conclusions qui sont fidèles à ce que vous avez pu voir. Ok ? Donc ça, c'est la première chose, rentabilité 3,36%. Ici, ensuite, on a dit le nombre d'années d'augmentation de versement du dividende. Donc on le voit ici, on a 63 années. Donc là, c'est très, 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 très lourd. C'est une très longue durée. Moi, ça me plaît beaucoup. Et ensuite, quand on descend un petit peu, on peut voir la croissance du dividende. Donc on voit que sur un an, cette entreprise, son dividende est augmenté de 2,08%. Donc si en temps normal, on pourrait dire c'est dans les clous de l'inflation, on est quand même en dessous de la moyenne de la croissance dividende pour les entreprises en général ici, comme on a vu 3,7%. Et puis surtout, en 2021-2022, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que là, le dividende n'a pas grandi suffisamment rapidement par rapport à l'inflation. Et donc, entre guillemets, vous avez perdu de l'argent. Alors, entre guillemets, j'insiste bien sur le entre guillemets, parce qu'encore une fois, la performance d'une action en bourse ne se fait pas uniquement sur le dividende. Il faut englober 3 choses et je vous le redonne parce que c'est très important. Il ne faut pas se dire, Raph, tu me dis que là, il y a 2,08% de augmentation du dividende par rapport à 6,2% d'inflation, c'est qu'on perd de l'argent. Non, il n'y a pas que ça à prendre en compte, évidemment. La performance d'une action en bourse, c'est très important de savoir ça. Alors, comment je vais le faire ça ? Performance d'une action en bourse, c'est l'addition de 3 choses, c'est évidemment le dividende, ok. C'est la valuation, on va dire en anglais. Donc c'est la valorisation du cours, c'est-à-dire que l'action aujourd'hui c'est à 176 et qu'à la fin d'année, si au 1er janvier elle est à 176 $, on va faire un exemple, et qu'à la fin de l'année, au 31 décembre, elle est à 400 $, vous avez fait presque x2, même plus de x2. Ça rend compte dans la performance de votre action en bourse, évidemment, c'est la plus-value. Ok, donc on va dire plus-value, moins-value. Et puis la troisième chose, c'est l'évolution des bénéfices via ce qu'on va regarder, l'EPS, c'est les earnings per share ou bénéfices par action en français. Donc ça, c'est en anglais et ça, c'est en français. Et donc, c'est vraiment l'addition, littéralement, des 3 qui fait que, donc c'est vraiment un plus, qui fait qu'à la fin, on a la performance totale de votre action en bourse. Ok ? Très important de toujours considérer ces 3 choses pour savoir si vous avez gagné de l'argent ou non en bourse. Se contenter de ne regarder que les dividendes, ça ne suffit pas. Ok ? Mais en tout cas, si on regarde la croissance du dividende pour cette entreprise, c'est pas suffisant. Là, on n'est pas bon du tout. Ok ? Par contre, elle a un très gros avantage, c'est 63 années consécutives d'augmentation du dividende. Donc ça, c'est très très lourd. Ok ? Ensuite, si on regarde AbbVie, entreprise dans le secteur pharmaceutique. Donc là, on voit 49 années d'augmentation, très très lourd, 4,83% de dividendes, très très bien aussi je trouve. Alors encore une fois, je vous ai sorti 3 entreprises, ça ne veut pas dire que je les ai en portefeuille, ça ne veut pas dire qu'il faut les acheter, ça ne veut pas dire que je ne les aime pas, je ne dis rien, c'est simplement 3 exemples. Ok. Donc là, très très bien le dividende, très très bien les années d'augmentation, bientôt une Dividend King dans une année, ça fera 50 ans, donc à partir de 50 ans d'augmentation de suite, Dividend King, donc très très lourd. On voit que la politique du versement du dividende, c'est une augmentation, 8,5% d'augmentation sur le prochain dividende, donc c'est de bonne augure. Et quand on descend un peu, on voit que sur un an, on a eu 10,28% d'augmentation, 84 sur 3 ans, 133% sur 5 ans. Là, c'est très très bon. Franchement, AbbVie, félicitations. Là, on a des très très belles métriques sur ces trois indicateurs. Encore une fois, c'est un début. Vous pouvez regarder ces 3 premières choses, la croissance du dividende, le nombre d'années de versement du dividende et la rentabilité pour savoir si ça sent bon ou pas. Et ensuite, il faut évidemment faire une analyse fondamentale dans les règles fondamentales dans les règles de l'art. Donc, analyse fondamentale, c'est l'analyse du bilan comptable. Contrairement à l'analyse technique, on va regarder
eh bien, les graphiques, moi je ne fais pas ça, je fais que l'analyse du bilan comptable. Et l'analyse fondamentale, vous allez pouvoir regarder des choses comme le PER, le PEG, le ROA, le ROE, les capitaux propres, les dettes, le leverage, donc l'endettement financier. Bref, tout un tas de choses. Et évidemment, le résultat net, les marges, le chiffre d'affaires. Bref, je regarde 25 à 30 personnellement critères financiers, 25 à 30 métriques que je mets en relief de mon côté avant de tirer une conclusion et avant d'investir ou non dans une entreprise. Ok, donc c'est ce que vous devez faire après avoir fait ce premier petit check-up qu'on fait ensemble. Ensuite, Tesla, entreprise très connue, évidemment, c'est pour ça que je vous l'ai sorti également. Donc là, il n'y a pas de dividende. Tesla ne verse pas de dividende, tout simplement. Donc, dividende, rentabilité 0%, augmentation du dividende 0%. Et évidemment, ici, aucune data parce que, il n'y a pas de dividende. Pourquoi je vous ai sorti du coup cette entreprise? Parce que c'est simplement pour vous montrer qu'une entreprise comme Tesla ne combat pas l'inflation d'un point de vue purement revenu. Voilà, vous dépensez chaque jour, vous êtes obligé de dépenser pour vivre, acheter vos carottes, payer votre loyer, payer l'électricité, ce que vous voulez, votre voiture. Vous dépensez de l'argent. Par contre, avec une entreprise comme Tesla, vous n'allez pas encaisser de revenus, de cash flow, parce qu'elle n'en verse pas. Donc avec Tesla, potentiellement, vous faites qu'un gain ici du capital sur la valorisation, parce que il n'y a pas de dividende et l'évolution des bénéfices ici va évidemment faire évoluer la valorisation de l'entreprise. Mais en tout cas, sur Tesla, vous faites uniquement une plus-value. Vous faites simplement un gain en capital ou une moins-value. Encore une fois, Tesla, potentiellement, demain, ça vaut moins 95%, moins de ce que ça vaut aujourd'hui. On n'en sait rien. Je ne suis pas là pour lancer le débat ou un petit peu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Tesla si vous voulez. Mais tout ça pour vous dire qu'une entreprise comme Tesla ne verse pas de dividende, donc ne vous permet pas de combattre l'inflation directement. Vous pourriez combattre l'inflation si effectivement Tesla vous génère de la plus-value et que vous revendez une partie de vos actions pour en vivre au quotidien. Mais là, c'est une autre approche que j'utilise pas. Moi, justement, j'utilise les dividendes pour avoir un flux de revenus. Des dividendes qui sont là pour alimenter mon train de vie et combattre à la fois cette inflation. Ok, donc voilà les amis ce que j'avais à vous dire sur l'inflation, sur un petit peu tout ça. Vous avez dans la barre de description mon livre La magie des dividendes, donc un livre de 704 pages qui vous parle de la stratégie d'investissement en bourse dans les actions à dividendes de A à Z. Tout ce qu'on a vu ensemble, j'en reparle dans le livre et on va également beaucoup plus loin. Parce que voilà, 704 pages, il faut quand même dire des choses. Donc on va beaucoup plus loin. Vous avez ici le sommaire et c'est un livre pratico-pratique dans lequel vous avez beaucoup d'informations. Lisez bien la barre de description, également de la formation vidéo, du séminaire, de la formation vidéo gratuite ou payante, du service mensuel dans lequel je vous partage tous les mois ce que je fais moi-même en bourse, dans quoi j'investis avec mon propre argent, donc je vous le montre tous les mois également. Bref, tout est dans la barre de description. Posez-moi vos questions dans les commentaires ci-dessous s'il y a la moindre question. Merci à vous de m'avoir écouté, partagez cette vidéo, abonnez-vous, petit pouce bleu, vous connaissez la chanson mais ça fait toujours plaisir et je vous dis à très vite. Ciao ciao.